l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Keun. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est le dernier Synthé Night Club de la saison et j'aurais préféré bien sûr avoir d'autres sujets de débat pour ce soir. Mais j'ai quand même des chroniqueurs de talent qui vont m'accompagner. Donc tout d'abord, la saison prochaine, sachez que Pascal Duprat ne sera plus là, que Bernardoni ne sera plus là, que Caiazzo, a priori, ne sera plus là. Mais Hervé, lui, il sera toujours là. Bonsoir Hervé. Salut Keun, oui effectivement, on va pas se laisser abattre, c'est une triste page qui se tourne, une nouvelle, on l'espère tous, beaucoup plus joyeuse qui va s'ouvrir dans le grand livre de l'histoire des Verts. Exactement, et on va en parler longuement ce soir. La saison prochaine également, Wabi Kazri ne sera plus là, a priori. Arnaud Nordin ne sera plus là. Roland Romeyer ne sera plus là. Mais Eric, lui, il sera toujours là. Alors bonsoir Eric. Bonsoir Keun, bonsoir à tous. Évidemment, on sera toujours là. On n'est pas des rats qui quittent le navire. On va continuer à supporter le club et à espérer de meilleures nouvelles dans les mois et les saisons à venir. Exactement. Et peut-être même dès ce soir, des meilleures nouvelles. On a peut-être des choses qui vont réussir à égayer un petit peu votre cœur de supporter endolori, ne vous inquiétez pas. Et puis la saison prochaine, Bouanga, a priori, ne sera plus là. Mangala, non plus, ne sera plus là. Hassan Diouf ne sera plus là, bien sûr. Amouma ne sera plus là, mais Clément, lui, il sera toujours là. Alors bonsoir Clément. Salut à tous les gars. Très content de pouvoir faire ma première émission, même si j'aurais espéré la faire dans un autre cadre, disons. Mais en effet, si je peux vous apporter un peu d'espoir pour la suite, ce sera avec plaisir. Donc que ça commence. Donc, et je précise qu'il a une voix qui déraille un petit peu, mais ça c'est les conséquences de la dure soirée d'hier. Alors, juste avant qu'on commence, je voulais quand même vous adresser personnellement un petit message à vous qui nous regardez. Hier soir, comme beaucoup d'entre vous, je suppose, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. J'ai d'abord repensé à ce scénario de fin de saison, cataclysmique. J'ai repensé au début de saison, catastrophique. J'ai pensé aux dernières saisons, qui étaient merdiques aussi. Et franchement, quand on dit que la vie de supporter, il y a plus de souffrance que de joie, franchement, c'est pas un mythe. Donc j'avoue aussi que retourner le couteau dans la plaie ce soir avec l'émission, c'est pas forcément évident. Sauf qu'on n'a pas le choix en fait. Personne nous y oblige, mais on n'a pas le choix. Si on est là ce soir, et surtout si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez pas le choix. Si on accepte de souffrir ensemble, si on est là sur Twitch ou vous qui nous écoutez en replay pour se soutenir, pour parler ensemble, c'est qu'on n'a pas le choix en fait. On est juste amoureux et c'est tout, on est amoureux de ce putain de club et ça tu le choisis pas, c'est comme ça et point barre. Et puis après du coup j'ai repensé aussi à ma première fois au stade, j'étais gamin, il y avait mon père, il y avait mon grand-père et le coup de foudre il a été immédiat alors que Précision, c'était en Ligue 2, c'était un Saint-Étienne-Sedan remporté 2-0 pour ceux qui s'en souviennent. Et puis j'ai pensé du coup à tous ces gens que j'ai rencontrés cette année avec le Synthé Night Club et non définitivement ce n'est pas que du foot. C'est social, c'est affectif, c'est passionnel. Vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez, ce sera jamais que du foot. Donc je m'adresse à vous, n'ayez pas honte ce soir d'être triste, n'ayez pas honte d'être en colère, n'ayez pas honte d'avoir mal, c'est normal. Nombreux sont ceux à nous railler sur les réseaux sociaux, dans les radios, dans les télés depuis hier soir. Mais s'ils arrivent à se moquer de la tristesse d'un supporter, alors c'est qu'ils ne le sont vraiment pas au fond. Bref, on va y aller, on va parler de ces barrages, on va parler de l'avenir, on va parler de la vente, de l'après-Duprat, de l'effectif. Et vous inquiétez pas, ça va aller et on va être là tous ensemble pour se soutenir. Allez, jingle, débrief. Active Synthé Night Club, le débrief. Je vois déjà que ça parle du est-ce qu'il y aura Colo l'année prochaine, tout ça. Bon, on va rentrer dans les sujets un petit peu plus précis. Je vous propose, messieurs, Eric, Clément et Hervé, qu'on commence déjà par débriefer un petit peu ce match aller-retour, ce barrage aller-retour. Donc on a eu 2 matchs à se mettre sous la dent cette semaine avec un scénario évidemment très défavorable à la fin. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les choix tactiques qui ont été faits sur ces 2 matchs et sur les compos de départ. Est-ce que pour vous, c'était les bonnes formules qu'ont choisi Pascal Duprat, étant donné qu'il a fait quand même quelques petits changements par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de voir sur cette fin de saison et sur ces 10 fameuses finales dont on a gagné une seule, je crois. On va commencer avec toi, Eric. Qu'est-ce que t'en penses au niveau de l'animation tactique qu'a mis en place Pascal Duprat ? On le sait depuis très longtemps, c'est pas le point fort de Pascal Dupraz, le côté tactique.
Euh, on pouvait espérer, au-delà de l'aspect tactique, qu'il arrive à transcender les joueurs, et c'est pour ça qu'il est là. Parce qu'en fait, on pourrait critiquer ses choix tactiques, mais ce serait inutile parce qu'on sait déjà ses limites par rapport à ça. Ouais. Et moi, j'espérais voir, bon voilà, l'expression elle est facile, hein, mais j'espérais voir des guerriers. Mais c'est vrai que les guerriers, s'ils avaient dû être là, ils auraient été là depuis son arrivée. Donc, bah, côté tactique, je suis pas surpris qu'il soit un peu à contre-courant de ce qu'il aurait fallu. Après, en soi, sur le papier, et notamment hier soir, il a mis la meilleure équipe possible, je Ouais. pense, avec les joueurs qu'il avait. Donc voilà, je pense qu'il faut surtout pointer le comportement des joueurs, si je peux me permettre. Vas-y, Et, vas-y. euh, et on peut le pointer depuis, pas seulement depuis cette saison, mais on peut le pointer depuis un bon moment et avec des coachs différents. Donc voilà. C'est vrai que cette saison, on rappelle hein, qu'on est passé par 3 coachs, Julien Sablé tout seul, Pascal Duprat sur la fin de saison et puis Claude Puel en début de saison. Hervé, tu rejoins un petit peu l'analyse de Eric, le fait que finalement l'aspect tactique a moins joué et moins impacté que simplement l'état d'esprit qu'ont montré les joueurs. T'es d'accord avec cette analyse? Oui, complètement d'accord. On a aussi l'habitude de dire que peu importe le schéma tactique décidé, c'est l'animation qu'en font les joueurs qui va compter. Et là, on est clairement dans ça. On n'a pas vu l'envie suffisante, on n'a pas vu la solidarité suffisante, on a vu beaucoup de carences collectives. Donc j'ai envie de dire qu'avec cet état d'esprit-là, peu importe la compo, peu importe le dispositif mis en place au coup d'envoi, ça devient très problématique quand tout le monde ne tire pas Ouais. dans le même sens. Donc après, sur la compo, le fait d'avoir changé un petit peu, notamment sur ce match retour avec un 4-4-2, c'était une formule que beaucoup appelaient de leur souhait et qui semblait mieux fonctionner sur les quelques bouts de match où ils l'avaient fait. Par contre, c'est vrai qu'en termes de changement, puisque les changements font partie du coaching et de la tactique, Tout à fait. ça a été catastrophique. On fait plutôt une bonne entame sur le match aller. Et puis, il fait des changements. Alors, j'étais content de voir le panneau lumineux s'agiter en me disant, tiens, 56e. Pour une fois, on ne va pas attendre la 75 ou 80e minute pour voir Duprat faire des changements. Et en fait, il nous remet ce bon vieux système à 3 ou 5 derrière, comme on veut, avec un côté très, très frileux. Donc là, j'ai vraiment pas compris cette façon de faire là. Pour une fois, en plus, on avait un banc quand même qui ressemblait à quelque chose. Donc ouais, il est passé complètement, Ouais. complètement au travers d'un point de vue tactique, à mon sens. Mais tu, tu, Ouais, euh, tu évoques les changements tactiques, effectivement, d'autant plus qu'avec les prolongations, hier, on a eu droit quand même à 6 changements, c'est-à-dire plus de la moitié des joueurs de champ qui ont été changés au cours du match. Clem, toi aussi, la compo de départ et le système de départ, t'as plutôt plu ou pas? Franchement, ouais, plutôt quand j'ai vu la compo, je me suis dit que ça allait passer dans le sens où tu restes à 4 derrière, ton milieu Camara Youssouf a plutôt fait ses preuves. Tu sors tes armes offensives dès le début et t'es pas frileux. Maintenant, juste Romain Mouma, je préfère le voir rentrer que être Que titulaire. débuter. Et c'est ça. Et t'as la charnière Moukoudi, Mangala qui fait un peu flipper. Mais ça, je vous apprends rien. Mais Ouais, sinon, globalement, la compo de départ, je pense pas que ce soit ce qui soit le plus à blâmer, franchement. ouais, Ce qu'il faut le plus souligner au niveau du Prat, c'est notamment son coaching au match aller. C'est, comme j'ai dit, le fait de mettre Amouma titulaire, c'est des trucs comme ça, c'est des détails. Mais Duprat, finalement, comme l'a dit Eric, on l'attendait pas spécialement sur ce plan-là, mais plutôt sur le fait de motiver les joueurs, etc. Et je ne sais pas s'il l'a fait, s'il l'a pas fait correctement, mais en tout cas, ça s'est pas ressenti. Moi, j'étais au stade après le but de Auxerre. Il y a un passage à vide pendant 10-15 minutes où on jouait à la baballe dans notre camp, on se faisait des passes, ça ouais. sifflait pour que les joueurs avancent. C'était terrible. Franchement, ce moment-là, c'était terrible. Je me suis dit qu'on reviendrait jamais. Et c'est ce manque d'envie d'aller vers l'avant, moi, qui m'a plutôt frappé.
Voilà. Ok, donc on retient avant tout quand même l'état d'esprit des joueurs, puisque la compo de départ, a priori, on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est quelque chose qu'on attendait depuis un petit moment. Bon, peut-être qu'il aurait fallu la travailler sur plus de matchs et pas uniquement sur le dernier match barrage-retour de la saison, mais ça c'est un fait. J'ai vu plusieurs personnes dans le chat qui parlaient de Etienne Green. Alors je sais pas si vous avez vu l'information qui est sortie par nos confrères du Progrès, enfin je dis nos confrères, c'est comme si on était journalistes, mais personnellement je n'ai pas de carte de presse, mais les journalistes du Progrès ont dit que a priori Duprat avait prévu de remplacer Bernardoni par Green en cas de tir au but, mais qu'il avait finalement pas pu le faire parce que Zaidou Youssouf s'était blessé. Donc est-ce que pour vous ça aurait pu éventuellement changer quelque chose, ou alors est-ce que c'est juste directement une excuse pour se dédouaner et pas assumer ses responsabilités? Ouais, il y a un petit... Je pense pas, franchement. Excuse, je pense pas, parce que dès la conférence de presse, Duprat avait prévenu qu'il avait tout anticipé. Et donc, même pour une séance de penalty, donc on peut penser que son anticipation première, c'était de mettre Etienne Green au cage si séance de penalty il y avait. Maintenant, est-ce que ça aura tout changé? On ne saura jamais. Ça, c'est Mais sûr. en tout cas, vu ce que j'ai vu de Paul Bernardoni au niveau des penalties, c'est sûr que Green n'aurait sûrement pas fait pire. Ouais. Voilà. Hervé? Si j'osais, je dirais no comment, parce que ça aurait été un lapin sorti du chapeau de Duprat qui se serait voilà, vanté de cette magnifique trouvaille. Green, on peut en parler, pas que pour cette séance de penalty, le fait qu'il ait jamais re-eu sa chance, alors qu'à un moment, Bernardoni a eu quand même 3-4 matchs consécutifs avec beaucoup de difficultés. C'est à ce moment-là qu'on aurait pu parler du retour d'Etienne Green dans la cage. Après, est-ce que ça aurait changé la donne? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il aurait fallu que nous, de notre côté, tous les tireurs mettent le tir au but. Et quand ton premier tireur commence déjà par le rater, tu peux avoir qui tu veux dans les cages. Ça met quand même une sacrée pression sur tous les autres. Donc ouais, je sais pas. Bon. Ouais, no comment, quoi. Pas plus. Je vois pas mal de questions qui concernent l'avenir, le futur, Duprat va rester, est-ce que le club est vendu, etc. etc. Sachez qu'on va en parler très longuement ce soir, on a prévu de faire à peu près 20 minutes sur le débrief de ce barrage aller-retour, parce que quand même il faut comprendre ce qui n'a pas marché pour pouvoir corriger derrière. Mais derrière on va parler de l'avenir de Duprat, de la vente du club, de l'effectif, on va faire un point sur ceux qui vont partir, ceux qui devraient rester, et puis sur les pistes qui sont suivies pour le mercato. Eric, je reviens vers toi. Tu nous parlais tout à l'heure, t'as lancé le fait que l'état d'esprit t'avait posé problème dans la double confrontation. Est-ce que tu penses pas qu'il y a aussi simplement, c'est peut-être dur à entendre et à dire, hein, mais juste un problème de niveau en fait? Moi, il y a des moments où je te dis ça parce qu'il y a des moments où il y a certains joueurs, alors pas tous, mais qui m'ont vraiment fait de la peine parce que j'avais l'impression qu'ils essayaient, mais qu'ils n'y arrivaient pas, quoi, juste. Je vais comparer cette saison avec la précédente, où bizarrement, en fin de saison, avec un effectif quasi similaire, hein, on va pas se mentir, enfin, quand on regarde sur l'année 2021, la fin de saison qu'on fait en début d'année, elle est fantastique. On était tous à se dire waouh, magnifique, pourquoi ils ont pas toujours joué comme ça et tout. Et après, on a enchaîné du coup 13 matchs sans victoire, je crois, Ouais. en début de saison suivante, avec du coup le même effectif, hormis Mathieu Debuchy qui était parti, je crois. Euh, Moi, je pense qu'en disant ça, on a tout dit. Les mêmes joueurs, le même entraîneur, et bizarrement plus rien. Euh, je pense juste que c'est des joueurs qui à un moment se sont dit que... Alors je... Peut-être qu'il y avait un ras-le-bol d'être dans une situation où le club était tout le temps en difficulté et tout. Mais quand tu as exactement le même effectif, le même coach, et que d'un coup ça fonctionne plus, on peut pointer le coach, mais on peut aussi pointer l'effectif. Et je pense que ces joueurs-là n'avaient juste plus envie. Euh, je... enfin, on n'est pas à leur place, donc on peut pas savoir ce qu'ils vivent, hein. Mais il y a beaucoup de joueurs qui, même quand ça allait bien, avaient un comportement qui me paraissait douteux sur le terrain, ou des Ouais. irrégularités, ou plein de choses comme ça. Et que du coup, bah forcément, c'est des joueurs qui, sur un barrage aller-retour, sont peut-être pas prêts mentalement.
Et en plus de ça, euh, Dupraz avait réussi à sauver Toulouse, avait réussi à sauver Caen en Ligue 2, euh, parce que je pense qu'en face de lui, il avait des joueurs qui étaient en euh, méforme mentale peut-être et Ouais. méforme technique, et il a réussi à rebooster tout ça parce que les joueurs peut-être avaient vraiment envie de s'en sortir. Et là, il y a un espèce d'essoufflement mental qui est si fort que bah, les discours de Dupraz n'ont pas suffi et on se retrouve avec des joueurs comme enfin, par exemple Mangala qui dit à Dupraz de se calmer. Enfin moi ça me paraît juste lunaire comme comportement. Ouais. Tu parles du comportement des joueurs. Est-ce que tu comprends, toi, le fait que il n'y ait pas eu de communication de la part de l'entraîneur et des joueurs à l'issue du match et qu'on a dû se contenter de deux communiqués officiels Est-ce que tu le Ah comprends ça non, ou est-ce que ça t'agace? non, pour moi il se planque, hein, c'est tout. C'est de la lâcheté. Enfin quand on échoue, et ben on l'assume, du coup en se présentant devant les médias ou devant les journalistes ou devant les supporters déjà. Et on l'assume et surtout on se cache pas quoi. Enfin Ouais. là c'est d'un ridicule. T'es d'accord, Hervé, l'absence de réaction t'embête toi aussi? Ouais, ça m'embête et puis en plus c'était un petit peu l'inverse qui nous était promis, qui était prêché, qui était prôné. Il fallait montrer du courage pour pas dire autre chose. Il fallait avoir des guerriers. On se devait de laisser le club en Ligue 1. Donc Pascal Duprat est arrivé avec ce discours-là d'entrée de jeu. Des joueurs lui ont emboîté le pas en termes de communication, à entendre ce que tout le monde voulait entendre, à savoir des joueurs qui voilà disent ce que je viens de vous dire, hein, on va les porter, on va laisser Saint-Etienne en Ligue 1 parce que le club le mérite, etc. Mais après, dans l'envie, on l'a pas vu. Après, il y a un problème de niveau dans cette équipe. On le dit depuis un moment. Il y a des joueurs qui sont restés en fait sur des a priori positifs qu'on a d'eux. Kazri, on a l'impression que c'est toujours le Kazri des 6 premiers mois avec Jean-Louis Gasset. Il a des années-lumière de ce joueur-là. Amouma, on a toujours l'impression que c'est un joueur qui va nous faire gagner tous les matchs à partir du moment où il joue 10 minutes. Il est très loin de ce joueur-là. Bouanga, effectivement, lui, c'est celui qui réussit peut-être le mieux sous l'ère Pascal Duprat. Mais là, sur les 2 matchs, il nous bouffe la feuille au moins 4 fois. Et je ne parle pas des feuilles qu'il a bouffées avec Claude Puel aussi, où c'était à chaque match, c'était systématique qui bouffe et qui rate les actions. Donc oui, il y a clairement un problème de niveau, mais on peut avoir des joueurs laborieux, mais qui montrent sur le terrain autre chose. Vous avez un Madi Camara, j'ai envie de dire, c'est presque le seul joueur, moi, que j'ai pas envie de blâmer. Il a des limites techniques, on le sait, il a des limites tactiques, même s'il a progressé là-dessus. Mais c'est un mec à qui, dans l'engagement, on ne peut absolument rien reprocher cette saison. Capitaine, déchu de son capitanat, problème extrasportif, suspendu à juste titre 1 semaine. Il revient, il est double buteur, il entretient l'espoir. Le Hier seul doublé encore, de la c'est saison lui qui d'ailleurs. égalise. Franchement, lui et Nadé, j'ai envie de dire, c'est les deux seuls qui ont montré le petit supplément d'âme qui est nécessaire quand on est dans une situation comme l'est la SSE depuis 2-3 ans. Tous les autres, ils ont eu des beaux discours. Il y a eu des hypes sur 3 matchs avec Boudbouz. Il y a eu des hypes sur 4 matchs avec Kazri. Il y a eu des hypes sur Bouanga pendant 3 mois. Mais après, il n'y a rien eu de régulier. Et dans l'état d'esprit, l'abnégation, c'était trop peu. C'était Ouais. trop insuffisant. Des joueurs trop suffisants. Moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais vraiment pris conscience de la situation dans laquelle ils étaient. Ils pensaient que ça ne pouvait pas leur tomber dessus, que ça ne pouvait pas leur arriver. Voilà, tout allait bien. C'est un petit peu. C'est fou, quoi. Moi, j'arrive même pas à être triste pour cet effectif-là. La dernière relégation, alors, j'ai déjà 40 ans, je vais parler comme un vieux con. J'avais 20 ans, donc la dernière relégation. J'étais dégoûté par rapport à l'effectif. Moi, je voulais pas voir des mecs comme Pedron, comme Alex Aloisio, comme Potillon, comme Alonso. Je voulais pas voir ces mecs-là descendre. Là, aujourd'hui, honnêtement, j'ai envie de dire, cet effectif-là, ben, il a eu ce qu'il méritait, quoi. Franchement. Ouais, il y a une part de résignation parce qu'on se dit que c'est mérité, hein, je te rejoins totalement là-dessus.
Clément, est-ce que toi aussi tu arrives à sauver quelques joueurs du naufrage comme l'a fait Hervé? Parce que je rappelle, hein, on va longuement parler de l'avenir du club. Et ben, pour cet avenir, on aura besoin de certains joueurs de l'effectif actuel. Alors effectivement, peut-être qu'on peut se reposer un peu sur des joueurs comme Camara. Toi, t'en penses quoi? Tu retires qui un petit peu de ce double barrage? Sur l'ensemble de la saison ou le barrage? Allez, t'as raison. Sur l'ensemble de la saison plutôt. L'ensemble de la saison, bah, on peut dire que Kazri, sur la première partie de saison, il nous porte globalement, mais qu'après, il disparaît totalement, que ce soit au niveau des blessures ou bien au niveau de l'implication. Hier, Kazri, franchement, c'était catastrophique. Pour moi, c'était Et après, je me permets juste, pardon, excuse-moi, de te couper par rapport à Kazri. Effectivement, il fait ses stats sur la première partie de saison, mais pour combien de points ramener? Il nous porte que dalle, Kazri, parce qu'on gagne pas avec. Alors, il met des buts, on perd 2-1 ou 3-1 au lieu de perdre 3-0, mais il fait ses stats, je suis d'accord, mais il porte rien du tout. Voilà, pardon, je t'ai coupé, mais c'est vrai que sur Kazri, moi, j'avais plein le dos de ce gars, quoi. Il porte quand même un peu. Tu peux pas dire qu'il porte rien du tout. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire, mais ça a jamais, tu vois, le peu de buts que nous met Camara, c'est des buts qui ramènent des points. Alors il en met beaucoup moins, mais au final, c'est des buts qui te font gagner un match, qui te font faire des matchs nuls. Kazri, sur toutes les stats qu'il fait, c'est juste qu'au lieu de prendre une grosse branlée, on prend une grosse fessée, quoi. Globalement, oui, tu as plutôt raison. Après, celui qui nous porte sur ce plan-là, c'est aussi Bouanga. Bouanga, il nous fait. Alors, on peut le critiquer, et notamment sur les barrages, où il a été très, 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 très maladroit. Mais sur la deuxième partie de saison, Bouanga, il nous en fait. Lui, il nous fait prendre des points, par contre. Ça, c'est sûr. Bouanga, il fait en sorte qu'on joue les barrages. Alors, il les a mal joués, ces barrages, mais au moins, il fait qu'on y est. C'est ça. Et après, comme l'a dit Hervé, Camara, Nadé, c'est des mecs à qui, dans l'implication, tu peux pas reprocher grand-chose. Tu peux inclure Bouanga. Mais voilà, dans l'implication, je pense qu'il y en a très peu que tu peux ressortir sur l'ensemble de la saison. Je vois que cela, franchement. Moi, sur la période Pascal Duprat, alors je sais que tout le monde va dire que je suis pas objectif avec lui, mais sur la période Pascal Duprat, moi, Aouchiche, que ce soit ses entrées en jeu ou les 2 matchs là, des barrages, j'ai trouvé le gamin concerné, appliqué, et lui, pour le coup, à contre-courant de ce qu'il fait habituellement, c'est-à-dire sur du jeu à une touche de balle, bien précis, bien placé, là, le mec, il a couru, il a fait autre chose, il est sorti un petit peu de sa zone de confort, si on peut dire. Mais en tout cas, dans l'état d'esprit, moi, j'ai trouvé qu'il était très intéressant lui aussi, quoi. T'as réussi à me donner le sourire. Je m'attendais à ce que t'en parles, j'attendais juste quand ce serait le moment. Effectivement, voilà. On a eu notre petite caresse sur Aouchiche de la part d'Hervé, on s'y attendait. C'est ça. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le bilan de ces deux matchs de barrage? J'en profite pour remercier dans le chat les gens qui ont sub et tous les gens pour qui je vois que c'est la première fois dans le chat. On va commencer à parler un petit peu de l'avenir du club et de ce qui se prépare pour nous en Ligue 2 malheureusement la saison prochaine. Mais est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ces 2 matchs de barrage? Ouais, moi je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Hervé tout à l'heure par rapport à Nadé et Camara. Ouais. C'est pas un hasard que ce soit ces joueurs-là en particulier qui ont montré le meilleur état d'esprit malgré leurs limites techniques. C'est-à-dire Hashtag Razik que Neder. Ouais, non mais je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une époque où on avait des Fabien Lemoine, des Renaud Coad, des joueurs comme ça, Jonathan Brison. oui, qui n'étaient pas forcément les meilleurs techniquement, qui n'étaient pas les joueurs les plus impressionnants, mais qui pourtant nous ont portés pendant plusieurs saisons avec Christophe Galtier à leur tête, donc ça c'est pas un hasard. Mais le problème dans l'effectif actuel, c'est que si on n'a pas ces joueurs qui ont le supplément d'âme qui permet de maintenir une équipe à flot. Et si ces joueurs-là ne sont pas des leaders, moi je comprends pourquoi Claude Puel a donné le capitanat à Camara. Il essayait d'insuffler quelque chose. Sauf que le problème, c'est que il y avait plus de Buchy. Amouma n'est pas un leader charismatique de base. Et en fait, si on n'a pas assez de joueurs comme ça dans un effectif,
eh ben, il est amené à plonger petit à petit parce que il faut qu'il y ait un point d'ancrage pour les autres et il y ait une base solide sur des joueurs qui ont envie de gagner et qui ont envie de se dépasser. Moi, je trouve que cette année, on en avait trop peu. Il y avait trop peu de joueurs qui étaient vraiment concernés, malgré le fait qu'on ait beaucoup de joueurs qui étaient formés au club. Tout à fait. Bah, dans ce que tu dis, tu peux rajouter. Alors, il y aurait une liste longue comme le bras à faire, mais un gars comme Patrick Guillou, il n'aurait pas le respect ad vitam aeternam de tout le peuple vert si on avait compté que sur son talent. Et je ne fais pas offense, c'est pas une salvane que j'adresse à Patrick Guillou, mais des gars comme ça, en fait, tu pouvais rien leur reprocher parce que dans l'état d'esprit, tu voyais que les mecs allaient au bout et il y avait vraiment, encore une fois, on le redit, ce supplément d'âme. Des Jean-Pascal Mignot, pareil, il y en a eu. Il y en a eu à l'appel, des monnaies paquets, etc. Et effectivement, sur cet effectif-là, on n'en a même pas un par ligne. Donc, c'est compliqué, quoi. Il y a Kevin dans le chat qui nous dit: c'est moi qui ai rêvé hier où Nordin a eu le brassard pendant toutes les prolongations. On donne quelle image en le donnant à un mec qui se barre? Ouais, et dont c'est sûr. Oui, puis en plus, qui mérite absolument pas. Après, bon, ça aussi, c'est un coup de Pascal Duprat. Bon, voilà, on peut parler de tout sur Duprat, son club des 5 également, avec, on voit les mecs qui nous ont amenés au fond du trou, son club des 5 renforcé. Donc Camara y était, mais après, on avait qui dans ce club des 5? On avait Amouma, on avait Kazri, on avait Boudbouz, je crois qu'il l'avait mis aussi, et Colo. Bon, ben voilà, quand tu as dit ça, quand tu comptes sur ces 5 mecs-là, et quand tu vois leur performance, et que c'est Camara, encore une fois, qui est le meilleur de tous, bon, mais forcément, c'est un peu inéluctable ce qui nous arrive, quoi. C'est sûr. Je vois qu'il y a beaucoup de questions par rapport à la saison prochaine, sur le coach, sur la vente, tout ça. On va passer du coup à la deuxième partie de cette émission. Petit jingle. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Oui, alors cela dit, j'ai mis le jingle, mais en fait, c'est le jingle du prochain match, alors que là, on va parler de la prochaine saison. Je vous ai affiché, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le communiqué des actionnaires que je vais vous lire pour ceux qui nous écoutent en podcast. Pour l'association sportive de Saint-Étienne, la saison 2021-2022 s'achève par la sanction douloureuse d'une relégation en Ligue 2 après 18 saisons consécutives en Ligue 1. Nous partageons la peine et la tristesse immense de tous ceux qui aiment les Verts, qu'ils soient supporters ou partenaires. Cet échec, il faut l'accepter. En tant qu'actionnaires principaux, nous en assumons l'entière responsabilité. Au-delà de cette terrible déception, nous tenons à remercier la direction du club. Ainsi, ils se remercient eux-mêmes, incroyable. Enfin non, ils parlent de Soukas, Loïc Perrin, tout ça, mais bon. Ainsi que l'ensemble des salariés et des bénévoles qui ont travaillé avec compétence, ténacité et dévouement dans un contexte particulièrement difficile. C'est avec eux que s'écrira le futur du club. Si nous avons pu commettre des erreurs ces dernières saisons, nous n'avons jamais cessé d'œuvrer afin d'assurer la pérennité. Dans quelques temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l'avenir du club et le nôtre. Une page essentielle de notre vie se tournera, mais nous plaçons au-dessus de tout l'institution ASSE qui retrouvera très vite, nous en sommes convaincus, le chemin de l'élite. Alors, je vais venir vers toi directement, Clément. On en est où un petit peu de tous ces épisodes de la vente du club? Parce que ça fait un moment que ça dure. C'est déjà la 3e saison. Ça fait officiellement 1 an qu'on est en vente, mais on a un peu l'impression que c'était généralement pour calmer les supporters, etc. Déjà, ce communiqué, il faut bien le dire, il est aussi pour calmer les supporters, pour éviter des débordements peut-être encore plus graves que ce qu'il y a pu avoir. Maintenant, ouais, c'est une réalité, la vente, elle est plus proche que jamais. Je vous apprends rien, les médias nationaux en parlent de partout. On a également un Romain Molina qui a clairement dit que normalement ça devrait le faire avec l'américain Blitzer, et qui d'ailleurs a plutôt été positif à son sujet en disant que voilà, c'était quelqu'un qui travaillait, que c'était plutôt cohérent. Donc on parle d'une officialisation le 12 juin, toi tu y crois à ce délai ou ça te paraît un peu tôt? Franchement, je préfère pas me prononcer sur le délai parce que c'est un truc sur lequel on n'a vraiment eu aucune info. Ouais, et puis ça peut être long. Ça peut changer, voilà. Et il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que déjà il peut encore avoir des problèmes au niveau du prix. Ça, c'est Bernard Lyons qui l'avait très bien dit sur son article il y a quelques jours. Si Ligue 1, l'enveloppe de Blitzer, elle était de 100 millions, dont 38 millions pour racheter les parts sociales, donc les parts de Romélie et Caillazo, c'est ça. Et si Ligue 2, l'enveloppe était de 80 millions, dont 19, il me semble, pour les parts sociales. Donc il y a une nette baisse
d'une division à l'autre. Est-ce que ça leur suffira tout de même? Je peux pas y répondre, mais en tout cas, si on met de côté la pression populaire qu'il peut y avoir en cas de Ligue 2, et on l'a eu hier, je pense qu'on l'a tous bien compris, la vente avait normalement plus de chances de se faire en Ligue 1 qu'en Ligue 2, dans le sens où l'offre de Blitzer en Ligue 1, elle était absolument irrefusable. C'est totalement inespéré. Maintenant, en Ligue 2, l'offre est moins avantageuse, disons, et on peut penser que les deux actionnaires y réfléchiront à 2 fois. Maintenant, même si on est descendu, tout le monde semble s'accorder à dire que ça devrait le faire quand même. Donc restons positifs et croyons-y. Faut pas désespérer. Alors, franchement, personnellement, j'ai très bon espoir que ça se fasse. Ok, donc a priori, on est en mesure de vous dire qu'il y a quand même de très très fortes chances pour que cette vente soit validée et que la date du 12 juin soit la bonne pour l'officialisation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour ceux qui n'auraient pas forcément lu tous les articles qui présentent David Blitzer sur comment il a l'habitude de fonctionner, parce qu'on sait qu'il a déjà investi dans plusieurs autres clubs. Je rajoute juste une chose, c'est que les événements d'hier peuvent très bien également refroidir un mec comme Blitzer de racheter club. Je pense et j'espère qu'il était conscient de ce qui pouvait arriver à Saint-Étienne dans des moments difficiles comme celui qu'on a vécu hier. Maintenant, il avait des hommes à lui au stade hier. Le voir en vrai, je pense que c'est quelque chose de différent. Donc il y a aussi ça qui peut jouer. Franchement, il y a le côté de l'offre de Blitzer et les incidents qu'ils ont eu hier. C'est les 2 seuls trucs qui peuvent me faire douter un peu. Sinon, je vois vraiment pas ce qui peut empêcher cette vente maintenant. Et pour du coup présenter Blitzer, donc milliardaire américain, dont la fortune est estimée, je crois, à 5 milliards d'euros. S'il rachète le club, ça se fera via sa société Bold Foot Holdings. Holdings, c'est ça, voilà. Donc pas un fonds d'investissement. Il pourrait être accompagné de Harris, un autre milliardaire américain. Blitzer, il a plein de clubs. Il est très très généralement copropriétaire ou actionnaire minoritaire. Donc il a Crystal Palace. Il me semble il est bien implanté au niveau de la NBA, du hockey. Il a Vassland Beveren. Alors c'est un truc que tu fais bien de préciser, effectivement. La majorité des clubs dans lesquels il a investi jusqu'ici, c'est des clubs où il est coactionnaire, mais a priori, pour la SSE, il s'agirait a priori d'une vente totale. Voilà. C'est la différence. On met le conditionnel quand même, mais a priori ce serait ça. Visiblement, là, il rachète le club seul et pas en se mettant avec Kayazo et Romeyer. Normalement, c'est ce qui se passe, mais il faut encore rester au conditionnel, vraiment. Bien sûr. On reste sur des tendances. Tant qu'on est aussi. Sinon, voilà, c'est un projet multi-club. Si on regarde au niveau des transferts entre les clubs dans lesquels il est actionnaire, il n'y en a pas eu tellement. Donc, on peut penser que notre centre de formation ne sera pas dévalisé pour aller à Crystal Palace non plus. Ouais. C'est un mec qui a l'air d'être assez cohérent dans ce qu'il fait, qui connaît le foot, contrairement aux Canadiens là, qui étaient aussi intéressés, qui, il me semble, n'avaient aucune expérience dans le foot. Voilà, pour l'instant, je sais que le côté américain peut refroidir vu les dernières expériences qu'on a eues en France avec des Américains, mais pour l'instant, de ce qu'on en sait, ça semble plutôt cohérent. Après, il va falloir qu'il nous présente son projet aussi, mais pour l'instant, ça me semble pas être quelque chose de négatif. Ouais. Et puis aussi, là aussi on utilise le conditionnel, mais on sait aussi qu'a priori il n'y aura pas de plan social à prévoir à Saint-Etienne, et donc des licenciements à l'appel. Il y en aura probablement avec la restructuration du club, mais pas de licenciement économique a priori. Je vais venir vers toi, Hervé. Cette hypothèse de rachat par Blitzer, est-ce que toi ça t'évoque plutôt du positif, ou est-ce que tu restes encore extrêmement vigilant? Ce qu'il y a de sûr, c'est que il faut qu'il y ait un vent nouveau, il faut qu'il y ait quelque chose qui reparte sur de bonnes bases.
J'ai envie de dire, moi, que cette relégation en Ligue 2, si j'exagère à peine le fond de ma pensée, je le prends vraiment comme un soulagement, quoi. L'animal blessé, voilà, il a fini de souffrir. Alors peut-être qu'on va souffrir encore plus dans les années à venir, mais au moins on aura quelque chose vraiment de concret si la vente se fait, quel que soit l'investisseur qui arrive. On repart à zéro, nouveau logo, nouvel équipementier, nouvel effectif, nouveau staff, nouveau président et un projet là clair, net et précis. La remontée en Ligue 1, ça va être ça l'objectif du club. Alors je pars du postulat que la vente va se faire. Après, que ce soit un fonds d'investissement, que ce soit un propriétaire multimillionnaire ou milliardaire, bon, je crois qu'on peut malheureusement, et ça me fait mal aux tripes de le dire, mais on est en 2022, à l'aube de 2023. Le football professionnel, notamment en France, ça se passe maintenant comme ça. Il n'y a pas de gens assez fortunés qui font partie du terreau du club, qui peuvent investir massivement. Je pense que Roland Romeyer, c'est le dernier dirigeant réellement amoureux du club qu'on aura eu à Saint-Étienne. Après, j'espère me tromper, mais je crois qu'on est obligé, on ne peut plus faire la fine bouche, on est arrivé au bout du bout. Avec un Il peu de faut chance, le passer. nouveau propriétaire, on va le faire tomber amoureux, un peu comme Oui, voilà, McCourt est en ça train de peut. tomber amoureux de Marseille, j'ai l'impression. C'est ça, ça peut arriver également comme ça. Donc, du coup, je crois qu'on ne peut pas se permettre de trop faire la fine bouche, encore plus aujourd'hui après la relégation. Bon, voilà. Moi, je vous dis, voilà, il faut qu'il y ait un nouveau souffle qui arrive, il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau et qu'on reparte sur un projet structuré avec des compétences. Moi, peu importe qui est à la tête du club, à partir du moment où les gens en place ont les compétences adéquates pour le poste qu'ils occupent, moi, je crois que tout le monde a à y gagner. Et je le répète, on ne peut pas se permettre de faire la fine bouche vu notre situation, quoi. C'est sûr. Alors justement, en cas de vente, tu dis que il va falloir voir ce qu'on garde, voir comment on reconstruit. Eric, toi, si vente il y a, a priori ça devrait se faire. Est-ce que tu vois des gens comme Loïc Perrin, par exemple, qui a pris de l'importance au sein du club ces derniers mois, rester à un poste, que ce soit directeur sportif ou autre? Ouais, parce que si je dis pas de bêtises, dans les médias, c'était sorti que justement Blitzer voulait faire en sorte de garder au maximum l'identité du club. Je crois que c'était eux, si je dis pas de bêtises. Donc, garder Loïc Perrin à ce poste où semble-t-il, d'après les infos qu'on a, il est plutôt compétent et plutôt travailleur. A priori, il Ce a bien serait bossé, oui. ce serait une bonne idée. Ce serait une bonne idée et vraiment, le fait que, bon, voilà, c'est parce que j'accorde beaucoup de confiance aux propos de Romain Molina et notamment à ce que j'ai lu dans la presse, ça a l'air d'être quand même plutôt positif, surtout cet investissement énorme. D'ailleurs, je fais une petite aparté là-dessus, hein, mais même si l'offre pour les parts sociales n'est que de 19 millions, ce qui semble être insuffisant pour les actionnaires. Vu l'état dans lequel ils laissent le club, je Ouais, pense que les 19 millions sont largement, mais très largement suffisants. c'est clair. Euh, Ils méritent pas tellement plus. Donc ouais, ça m'inspire beaucoup de positif et justement le fait de se reconcentrer sur le centre de formation, sur les valeurs qui ont fait de Saint-Étienne ce qu'il est aujourd'hui, ce club, je pense que ça peut être une très bonne idée. Je vois que dans le chat, par exemple, là, on a évoqué le cas Perrin, et pas Lucas Perrin, qui est un joueur, mais pas de notre club. Je vois des gens qui disent Perrin très bien, il va pouvoir travailler sereinement, Perrin doit rester, il faut s'appuyer sur lui, mais je vois aussi plein de messages. Perrin, il a été largué dans la précipitation, c'est lui qui a choisi Duprat, Perrin dégage zéro expérience. Euh, si on devait faire un premier bilan après on va dire, un peu plus de 6 mois passés à la direction sportive du club, euh, vous gardez quoi comme souvenir? Plutôt les réussites Falaï Sacco ou plutôt les échecs comme Crivelli malheureusement a pu l'être? Moi j'aurais tendance à garder beaucoup de positifs parce que ce qui fait que ça n'a pas marché et qui sont des erreurs, c'est pas des mauvais choix. Crivelli a semblé être beaucoup plus
fragile que ce que pensait le, le, le recrutement, enfin les recruteurs. Et honnêtement, c'est la faute à pas de chance. Et alors certes, on aurait pu se pencher sur un numéro 9 qui n'était pas blessé quand on l'a recruté, mais on aurait pu recruter qui alors? Enfin, c'est pareil, Pascal Dupraz en soi, alors certes, ça fait pas rêver, hein, mais je pense qu'en termes d'entraîneur dans cette position de sauveur, on pouvait pas faire mieux. On pouvait pas faire mieux et vu l'état dans lequel il a récupéré le club et l'équipe, il s'en sort plutôt pas mal et on n'est pas passé loin de se maintenir. Donc de là à dire dégage ou il a fait un mauvais choix en choisissant Duprat, c'est très très dur, hein, parce que moi globalement je trouve que il a très bien fait son boulot et juste les étoiles ne se sont pas alignées dans le bon sens. Oui, puis après, dans un premier bilan qu'on peut dresser, rares sont ceux, professionnellement parlant, qui, sur une prise de fonction, au bout de 6 mois, affichent un bilan exclusivement positif. Il y a eu sûrement des erreurs de fait de sa part, d'appréciation, de jugement, de choix, mais je pense que la balance et l'équilibre entre ce qu'il a fait de mauvais et ce qu'il a bien fait est plutôt à son avantage, en termes d'état d'esprit et en termes... même si je parlais du nouveau football des années 2020 qui m'enchante pas tant que ça, mais je veux dire, Loïc Perrin, ça représente quand même quelque chose à Saint-Étienne, joueur d'un seul club, brassard. La compétence, il va l'acquérir au fur et à mesure aussi. Donc, quitte à donner une chance et un nouvel élan, moi, je préférerais clairement avoir Loïc Perrin. Et pour un propriétaire qui arriverait de l'étranger, je pense que ça pourrait être une caution morale assez importante. C'est quelqu'un qui connaît, je ne vais plus parler du club parce qu'il va y avoir a priori beaucoup de changements, mais qui connaît la ville, qui connaît l'histoire du club, qui connaît les supporters. C'est un bon pied à l'étrier, voilà. Quoi. Ben, c'est ça, donc je pense que pour lui, pareil, c'est le bon moment, et le fait qu'il y ait vraiment ce vent nouveau, c'est quelque chose. Voilà, il faut que Loïc Perrin fasse partie du nouveau projet, ça c'est clair et net, quoi. Là, on ne parle pas d'un ancien joueur comme on nous a vendu Monsieur Soucas quand il est arrivé, quoi. Personne ne se rappelait de Soucas à Saint-Étienne. Loïc Perrin, alors il y en a qui l'aimaient pas, il y en a qui l'aimaient, mais ça fait partie quand même de l'histoire récente du club. C'est quand même quelqu'un qui va rester dans les mémoires, j'espère en tout cas, du plus grand nombre. Donc il mériterait en tout cas qu'on lui laisse une réelle chance dans un nouveau projet, Loïc Perrin. On est d'accord. Alors Perrin, justement, on sait pas trop s'il va rester ou pas. J'ai l'impression que globalement, on espère plutôt qu'il reste. Celui dont on est sûr qu'il ne restera pas, c'est Pascal Dupraz. Et on va avoir besoin d'un coach pour la saison prochaine. Alors évidemment, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Ça va énormément dépendre de est-ce qu'il va bel et bien y avoir ce rachat, qui va être nommé directeur sportif, etc. Mais pour l'instant, il y a quand même déjà quelques pistes qui ont été entendues. Est-ce que tu peux nous dire quels noms sont sortis, Clément ? Alors, on a la priorité de longue date, Laurent Batles. Ouais. Donc, encore une fois, je ne vous apprends rien. Là, c'est la grosse priorité depuis des semaines et des semaines. C'est l'idée qu'ils ont depuis très longtemps. Et après, en solution de repli, ça a été évoqué par l'équipe d'Herve Zakarian, mais qui malheureusement est en Ligue 1 avec Brest, donc il n'a absolument aucun intérêt à venir chez nous, et qui est sous contrat également. Et Lamouchi aussi a été évoqué par l'équipe. Lui, il est libre par contre. Et faut aussi parler de Comboiré. Donc là, il va rester avec Nantes, mais Comboiré, ça a été une vraie idée après le succès de Nantes en Coupe de France et sa déclaration de fin de match. Ça a été une vraie idée aussi pour nos dirigeants, mais du coup, Comboiré restera à Nantes. Oui, a priori, là aussi, il est sous contrat, il y a peu de chances qu'il bouge. Je vois qu'il y a pas mal, à part les gens qui trollent, je me permets de dire que tu trolles Funky Pat quand tu dis Domenech, mais je vois pas mal de gens qui évoquent Razik Neder. Est-ce que pour toi, Clément, c'est une piste qui est envisageable, ou est-ce que c'est même pas trop envisagé ? Parce que c'est un peu le profil de... allez, je vais avoir un trou de mémoire, de l'entraîneur de Lens, Heinz. Franck Hez. Pardon. Franck Hez. Franchement, j'ai pas eu d'infos là-dessus. J'ai dit Heinz comme Marek Heinz. Est-ce que vous vous souvenez de Marek Heinz et de ses coups francs pas de gauche ? Quel joueur élégant, ça. Pardon, je t'ai coupé. Du coup, Neder. Pas de souci. Neder, il me semble qu'il est en fin de contrat 2023.
Ouais. Les premiers échos, c'est plutôt qu'il reste entraîneur de la réserve et qu'un probable départ pourrait avoir lieu en fin de contrat la saison prochaine. D'accord. Franchement, je ne vois pas mettre Neder numéro 1. Après, je peux me tromper, mais là, c'est vraiment un avis. Je ne vois pas le mettre numéro 1. Franchement, Ok. je ne le vois pas. Eric, t'es d'accord? Pour l'instant, toi, c'est une piste qui te paraît pas forcément très cohérente? Pas au niveau du talent de ce monsieur. Parce que enfin avoir la réserve et avoir ce qu'il est capable de faire avec l'effectif qu'il a, enfin là notamment cette année le fait de passer pas très loin de la promotion alors que au niveau de l'effectif et notamment de la défense c'était un peu compliqué. J'ai aucun doute sur ses qualités, par contre le fait de le lancer comme ça en première expérience pro dans une reconstruction totale d'un club déchu, je sais pas si c'est forcément une très très bonne idée pour lui. Parce qu'il aurait besoin pour une première expérience d'un minimum de stabilité, parce qu'il aurait besoin de... Enfin, Francaise, quand il est nommé à la tête de Lens, ils sont quand même en Ligue 2 depuis un moment. Ils sont... enfin, Oui, il y a un il projet y qui est a en route, quoi. voilà, il y a un contexte favorable autour. Là, il y a beaucoup trop d'incertitudes pour que... enfin, après, il pourrait réussir, hein. Christophe Galtier l'a déjà fait. Il y a plein d'autres exemples de gens qui ont réussi. Mais par contre, ouais, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée pour lui et je suis pas sûr qu'il en ait forcément envie. Par contre, ce que disait Clément, s'il y a départ en 2023 en fin de contrat, ce serait quand même une sacrée perte pour le club. Ouais, c'est sûr. Mais Et, cela dit, là, on et évoque c'est pas sûr à des... 100%, hein. C'est pas Oui, sûr à oui, bien 100%, c'est sûr, oui. simplement une tendance à l'heure actuelle. S'il est pas numéro 1 cette saison, Hmm. on voit mal comment il pourrait l'être la saison prochaine. Donc à un moment, le Mais c'est mec va ça. peut-être vouloir aller plus haut. Et si l'opportunité lui est pas donnée par le club, il ira sûrement voir ailleurs. Mais c'est Et ça, et il aurait totalement raison, comme Laurent Bien Batles sûr, a eu totalement raison de bien partir sûr. il y a 3 ans. Donc oui, oui, Après, oui, c'est normal, mais ça n'empêche que ce serait quand même assez triste et une sacrée perte. il peut intégrer le staff également technique de l'équipe première, hein. un poste à la Il y a Sablé? aussi d'autres voilà, il y a aussi d'autres possibilités peut-être qui vont s'ouvrir à lui, quoi. C'est ça, c'est ça. Et là, on évoque des noms de coachs français ou en tout cas connus de l'écosystème francophone. Batles, Der Zakarian, Lamouchi, Comboiré, Neder, du coup. Mais on peut aussi se dire que si effectivement le club est racheté par Blitzer dans 2 semaines, on peut aussi se retrouver avec un entraîneur étranger. Potentiellement, on voit que, je sais pas, à Crystal Palace, c'est pas un entraîneur anglais, quoi. C'est Patrick Vieira, par exemple. Ou je sais pas. Je dis pas qu'on peut attendre Guardiola, mais c'est pas impossible que notre club aussi se mette à recruter un petit peu des coachs à l'étranger, comme on l'avait fait avec Oscar Garcia il y a quelques années. Oui, après, est-ce que après, tout est conditionné de toute façon sur, voilà, sur ce rachat ou pas. Après, moi, je reste un petit peu fixé là-dessus, sans trop me faire de films sur des noms, etc. Mais il faut qu'on retrouve en fait une efficacité, il faut qu'on retrouve des personnes avec de la Hmm. compétence qui viennent de Saint-Cyr-la-Popie ou de je ne sais où. En fait, voilà, on s'en moque. Et là, encore une fois, le même raisonnement, on ne peut pas se permettre de faire la fine bouche, quoi. On repart en Ligue 2, donc ben voilà, avoir des mecs qui sont compétents. Batles me paraît compétent, il a réussi à faire remonter 3. Il y a Gourvenec également qui est un petit peu, que j'ai vu passer, moi, en piste. Bon, voilà, du moment qu'on a de la compétence et qu'il y a un projet clair, net et précis, tout ce qu'on n'a pas depuis quasiment 10 ans, quoi, en fait. Ouais. Mais de la compétence, en fait, de la compétence et l'envie de mener à bien ce projet que doit être la remontée immédiate ou quasi immédiate, quoi. Toulouse l'a fait en 2 ans, en repartant sur quelque chose de neuf, donc autant s'inspirer de ça et partir avec les mêmes idées, quoi. Alors, je vois dans le chat qu'on me parle, le coach c'est bien, mais avec quel effectif? Et justement, on va passer vite fait à un petit point sur l'effectif
pour la saison prochaine, parce que vous le savez, une descente, ça nous condamne entre guillemets à faire une grosse revue d'effectifs, parce qu'il va y avoir beaucoup de changements. On va essayer d'aller assez vite, on va faire poste par poste, ou en tout cas joueur par joueur, au poste de gardien de but. Donc a priori Clément, qui est avec nous ce soir, a 2-3 petites infos sur certains joueurs. Au poste de gardien de but, donc pour l'instant Bernardoni, Green et Fall, qui normalement devrait être titulaire la saison prochaine. Alors, dans l'idée, là c'est un avis. Dans l'idée, je pense qu'ils veulent mettre Green titulaire. A priori, ouais, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Oui, ça semble logique. Ça semble logique. D'ailleurs, si on était en Ligue 1, ça aurait été la même idée. Maintenant, Green, c'est pas du tout dit qu'il reste. Va falloir voir ce que lui veut faire, mais c'est pas du tout dit qu'il reste. Comme bon nombre de jeunes. Alors après, tous ne pourront pas partir, mais c'est pas du tout dit qu'il reste. Et on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines. Effectivement. Et Paul Bernardoni, on le rappelle, était uniquement en prêt et donc il va retourner de son prêt à Angers à la fin de la saison. Au poste de défenseur, donc on va commencer avec Moukoudi. Est-ce que selon toi, il devrait rester ou pas ? Je pense que ça part. Lui était plutôt dans l'optique de partir, encore une fois, comme 90% des joueurs. Et Moukoudi, si tu as une offre... je sais pas, il y a des conneries, mais une offre à 1 million, 1,5 million, 2 millions, je vois pas comment on peut le retenir, vu le manque de... Enfin, je pense que vous avez tous vu la stat. Moukoudi, cette saison, c'est 26 matchs, 0 victoire. Je pense que mentalement, il est au fond du trou, et que tous ces mecs-là, ils ont besoin de changer d'air. Donc, d'autant que Moukoudi, avant qu'il arrive à Saint-Etienne et que sa cote chute complètement, on l'avait recruté libre, certes, mais il avait une petite cote sur le marché des transferts quand même. Si on l'avait pas eu libre, on aurait dû dépenser quand même un petit peu pour l'avoir. Donc peut-être qu'il y a des clubs qui vont se dire son passif avant Saint-Etienne peut le valoriser un petit peu. Michael Nadé et Saïd Ousso, tiens, on va prendre la paire parce que c'est deux joueurs formés au club. Nadé, moi personnellement, c'est un de ceux que je veux le plus voir rester. Parce que je pense que c'est un joueur qui en Ligue 2 serait à son avantage. Il a prolongé en début de saison. Nadé, j'ai aucune information sur ses intentions. En revanche, c'est un mec que j'aimerais bien voir rester. Okay. Et ça me semble tout à fait possible que ce mec-là puisse former au club, puisse rester au club. Maintenant, Saïd Ousso, ça va être plus compliqué. Alors déjà, sa valeur marchande a beaucoup chuté. Qu'on soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, elle aurait au moins été divisée par 2. Maintenant, en Ligue 2, ça va encore plus baisser. Donc, on n'en tirera pas le prix. Et le prix espéré d'il y a quelques mois. Et c'est largement dû au boycott de Duprat sur le cas de Sceaux. Mais maintenant, Sceaux, il y a des clubs intéressés. Et comme Gourna, comme Aouchiche, c'est des mecs, ça sera dur de les retenir si l'offre est potable. Timothée Kolodziejczak, bon là, pas de suspense, il part, on est d'accord ? Ah oui, ça part fort. Le poste d'arrière gauche, Gabriel Silva et Miguel Trauco. Trauco, ça va pas prolonger. Il n'y a qu'à voir le salaire assez important. Ouais. Et Silva, ça va être une inconnue. À voir si on peut le libérer de son contrat. Il a un très gros salaire aussi. Ouais. Mais maintenant, il est en fin de contrat 2023. Donc, et je vois pas franchement quel club peut poser de l'argent sur Gabriel Silva. Le mec est tout le temps blessé. Ça me semble pas être une solution viable pour un club. Donc, je pense que si on le libère pas, on aura du mal à trouver preneur en tout cas. Arrière droit, Falaï Sako et Ivan Masson. Falaï Sako, ça avait été évoqué par Mohamed Touvache dans un space, comme quoi si Ligue 1, il était plutôt chaud pour rester. Mais si Ligue 2, je pense qu'il faut pas se faire d'illusions. Ivan Masson, l'équipe avait révélé l'information comme quoi Porto était dessus. Ça avait été un peu démenti au Portugal après. Ivan Masson, c'est pareil, la tendance elle est plutôt à un départ. Et je pense que le mec, pareil comme d'autres, a plutôt envie de se tirer. Ouais. Accélérons un petit peu. Eliakim Mangala. Bon, a priori, il avait un contrat de 6 mois, il n'est pas renouvelé. Mangala, c'est pareil, c'est un gros salaire. Ouais, on est d'accord.
Lucas Gourna, qui fait partie des valeurs marchandes de l'effectif, est-ce que selon toi il va être vendu ou est-ce qu'avec la vente du club et l'arrivée de nouveaux capitaux, on peut espérer le garder? Lucas Gourna, c'est pareil. Il y a pas mal de clubs intéressés. Sa valeur, forcément, elle va descendre parce qu'elle est en Ligue 2. Moi, j'adorerais le voir rester, Lucas. Mais il faut se faire une raison. Si offre potable, c'est pareil, ça partira. Et là, Riyad, c'est un avis. Hein. Riyad Ça semble Boudbouz. logique. Il touche 220 000 par mois. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Ok. Madi Camara. Pareil. Madi, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Si on pouvait les garder, ce serait avoir un soldat comme ça formé au club dans ton milieu de terrain en Ligue 2. Franchement, moi, ça me ferait kiffer. Ouais. Maintenant, il semble avoir la cote en Angleterre, donc à voir si on peut le retenir. Mais en tout cas, moi, j'adorerais le voir rester. Tiens, on va passer à alors rapidement Hassan Diouf, il est en fin de contrat, a priori c'est terminé pour lui. Les cas de Ivan Neyou et Adil Aouchiche, qu'est-ce que t'en penses? Aouchiche, c'est pareil, c'est comme Kamara. Alors, c'est pas tout le même type de joueur ou le même type peut-être de mentalité ou quoi, mais Aouchiche, je suis son agent, je lui dis de rester à Saint-Étienne. En Ligue 2, un Aouchiche, ça peut beaucoup progresser. Je pense que ça peut faire des dégâts. Maintenant, pareil, est-ce que lui aura envie de rester en Ligue 2? Encore une fois, ils veulent quasiment tous partir. Ouais. Et j'ai peu d'espoir, pareil, qu'un Aouchiche souhaite rester. Mais Aouchiche, pareil, si on peut conserver ce mec-là en Ligue 2, moi, je dis oui tous les jours. N'hésitez pas à intervenir aussi, Eric et Hervé, hein, si vous avez des choses à dire sur certains joueurs. Là, vu qu'on est sur le cas d'Aouchiche, Hervé, toi, j'imagine que tu veux le voir rester. Oui, moi je veux le voir rester. Je pense qu'en Ligue 2, effectivement, ça lui permettrait de vraiment finir sa formation, puisqu'il est encore très jeune, il faut le rappeler. Moi, pour faire rapide, pardon, Camara, Aouchiche, même Mouefek, moi c'est des joueurs que j'aimerais voir rester. Gourna, pareil. Après des Neyou, à une moindre mesure Youssouf. Bon, voilà, c'est des joueurs qui ont trop déçu depuis bien plus longtemps que Aouchiche a pu décevoir, par exemple. Donc voilà, tout ça, au revoir. Pas merci, mais au revoir tout court, quoi. Au niveau contractuel, Youssouf, il en est où? Fin de contrat 2023, donc c'est comme Moukoudi, c'est comme Aouchiche. Ces mecs-là, va falloir se dire que si on les prolonge pas ou qu'on les vend pas, ils partiront libres. Ouais. Et ils gardent quand même une certaine cote, donc ce serait bête de ne rien en tirer. Si on travaille de manière cohérente, faut soit les prolonger, soit les vendre. Alors peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais c'est l'idée qu'on devrait avoir selon moi en tout cas. Ouais. Ben Kedim et Mouefek, a priori, ils devraient rester. Mouefek. Alors non. Ouais. Ben Kedim non. Ben Kedim, il est en fin de contrat. Ah. Il est en fin de contrat et c'est pas du tout dit qu'il reste. Hein. Ok. Je le vois partir. D'accord. Ça avait été révélé d'ailleurs comme quoi Châteauroux était intéressé et on le confirme à 100%. Ok. Et Mouefek, pareil, Mouefek, c'est un joueur, je pense qu'on aimerait bien voir rester. Il est souvent blessé, mais milieu box-to-box, comme ça, en Ligue 2, formé au club. Moi, ça me ferait kiffer de voir un Mouefek s'éclater en Ligue 2. Moi, d'une manière générale, j'aimerais bien voir tous les jeunes lancés dans le pré par Puel rester, en fait, quoi. Que ce soit les Sceaux, les Bakayoko, Nadé, Rivera, même Rivera, Mouefek, Gourna, tous les jeunes que Puel a fait signer, moi, c'est des joueurs que j'aimerais voir rester, quoi. Je vois qu'il y a des gens qui nous demandent et on recrute qui alors? On va évoquer les premières pistes, mais bon, évidemment, c'est des pistes à prendre avec énormément de pincettes parce que si le club est vendu dans 2 semaines, la direction sportive va changer, va y avoir beaucoup de réorganisation et donc ça va impacter énormément le recrutement et également le fait que certains joueurs restent ou pas, mais on peut déjà avoir plus ou moins des premières idées. Sada Thioub, il est en fin de prêt à Angers, il va retourner à Angers. Ah ouais. Arnaud Nordin, on sait qu'il est parti, qu'il a signé à Montpellier. Wabi Kazri, tiens, parlons de Wabi. Bah, Kazri, c'est comme Woodwood, hein, 300 000 par mois. Et même en Ligue 1, normalement, c'était cuit pour une prolongation. Donc Ligue 2, c'est 3 fois plus cuit pour une prolongation. Et juste pour Sada Thioub, t'as Sochaux qui est intéressé par Sada Thioub. Donc tu peux te dire que si Sochaux est intéressé, pourquoi pas nous tenter de le garder. Ouais.
avec une vraie préparation, pourquoi pas? Je dis pas oui, je dis pas non. Ouais, il a pas fait les pires matchs, hein, c'est vrai. Ça n'a pas été le Ça, pire, hein, Tube. Il a même fait le boulot à un poste qui n'était pas le sien, donc Ouais. c'est pas le pire. Hein. Le Ramadan lui a fait Faut du voir mal, je le pense. salaire, par contre. C'est plus ça, faut le voir le salaire. salaire qui. Il a un gros salaire aussi, reste ça, un Tube. joueur de Ligue 1. J'ai plus le chiffre en tête, mais oui, c'est un salaire Ligue 1, quoi. Je crois que ça tournait autour des 60 000 ou 70 000. Le point Amouma qui avait prolongé d'une saison, c'était pas sûr qu'il prolonge. Bon, là, a priori, ça semble acté qu'il reprolongera pas. Bah, franchement, j'en ai aucune idée. Ça avait été sorti par je sais plus qui, comme quoi il se verrait bien faire une saison en plus. Ouais. Maintenant, j'en sais rien. En tout cas, il a une reconversion chez nous. C'est aussi à prendre en compte. Oui, au poste Mais franchement, d'entraîneur j'en sais rien. potentiellement des attaquants. C'est Tiens, ça. ben, Eric, t'en penses quoi, toi? Est-ce que, au-delà du fait de est-ce que c'est jouable ou pas, est-ce que une saison de plus pour Amouma, tu re-signes parce qu'il est bourré de talent, ce gars-là? Ou est-ce que tu re-signes pas parce qu'il est aussi bourré de blessures, ce gars-là? Je sais pas si je suis très objectif. Tous mes maillots sont sont floqués Amouma. Donc, Ah là là. Moi, je je- continue de floquer Feindouno. Moi, Hein. honnêtement, je le garde parce qu'en fait, physiquement, ça va être encore ce que ça a été cette année, c'est-à-dire qu'on va pas beaucoup le voir titulaire. Ça va pas être le joueur clé qui va jouer les 38 matchs et qui va finir à 15 buts, 15 passes D. Par contre, ça reste un ancien, ça reste un amoureux Mm. du club, ça reste un joueur qui n'hésitera pas non plus à baisser son salaire, je pense, et ça reste un amoureux du foot. Donc en Ligue 2, justement, en espèce de joker, en espèce de formateur, pour commencer à apprendre le métier qu'il est censé exercer chez nous. Après, ça peut être pas mal, mais encore une fois, je sais pas si je suis très objectif. Ça divise dans le chat, en tout cas, le sujet Amouma. Hein. Il y a du il faut qu'il reste, il y a du il faut qu'il parte. C'est bon, de toute manière, on n'aura pas de réponse avant la vente du club. Et bon, il y a quand même plus de chances pour qu'il ne renouvelle pas en tant que joueur. On verra bien. Pour ce qui est de Denis Bouanga, Ah bah, Bouanga, qui Ligue 1, Ligue 2, normalement, ça partait. Hein. est-ce qu'on a un est-ce que sur 100%, est-ce qu'il y a 1% de chance qu'on le garde? Ouais, t'as toujours 1%, t'as toujours Tout est 1%. possible dans le football. Si tous les clubs intéressés te disent que c'est, je sais pas, 2-3 millions maximum leur offre, bah, est-ce que nous, on a un intérêt à le vendre? Alors après, retenir un joueur qui veut partir, je suis pas fan du tout, mais Ouais. franchement, faudra aussi voir ce que proposent les clubs. Mais ça avait été révélé, Celta Vigo, Francfort, Mönchengladbach, Lille, Nice, ça a été révélé par le Disport, Mohamed Toubache, l'équipe, tout le monde en a parlé, Denis Bouanga, normalement ça part. Ouais. Oui, ça, on est assez au clair avec ça. Et L'objectif, bon, Rivera, c'est de mérite. on l'a pas assez vu pour vraiment l'évoquer. Sacco aussi, pareil, il avait un contrat de 6 mois, a priori ce sera pas renouvelé. Pour ce qui est de Crivelli, Et Crivelli, franchement, si un médecin m'assure qu'il se blesse pas la saison prochaine, moi je le signe. Hein. Va falloir Moi, voir le salaire aussi. Ah ouais, Crivelli Ligue 2, si physiquement, effectivement, on a quelques certitudes en plus et le salaire qui est pas trop gros, moi en Ligue 2, je prends de suite Crivelli. Totalement d'accord. il y a Lachasse31 qui demande qu'en est-il de Mathis Saban? Alors Mathis Saban, bah, Eric pourra en parler, je pense. Je sais pas s'il adore le joueur. Je sais que Sylvain adore le joueur. Moi, j'adore le joueur aussi. Mathis Saban, fin de contrat 2023. Franchement, c'est un super jeune. J'adore le joueur, mais tout le temps blessé, quoi. C'est le problème. Ouais. Tout le temps blessé et c'est en train de lui péter son début de carrière. Ça veut dire que Romain Amouma s'occupe déjà bien des attaquants, alors, quoi. Il lui apprend tout, quoi. Bon, voilà, on a fait une petite revue d'effectifs. Comme vous le voyez, effectivement, on le savait, hein, cette descente en Ligue 2, elle allait faire une... oula, j'allais dire un mot qui va pas, mais un grand ménage, on va dire, dans l'effectif. On savait qu'il y avait beaucoup de joueurs qui allaient partir. Effectivement, ça semble être le cas pour la majorité. Mais du coup, s'il y a des joueurs qui partent, il va aussi falloir les remplacer, ces joueurs. Et alors,
Encore une fois, prenez énormément de pincettes. Je rappelle que l'information la plus probable ce soir, c'est que le club soit racheté et qu'une annonce soit faite le 12 juin. Mais en attendant, il y a quand même quelques pistes qui sont sorties dans les médias, notamment à l'équipe. La fameuse piste Zinedine Ferrat, dont on parle depuis des années, le joueur de Nîmes, est revenu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous en pensez du bien de ce joueur et est-ce que vous pensez que c'est réalisable ? Et il a voulu partir de Nîmes parce qu'ils ont été relégués. Pourquoi il viendrait à Saint-Etienne qui irait en Ligue 2? Alors, par contre, en termes de football, il nous ferait énormément de bien et encore plus en Ligue 2, hein. Enfin, faut pas oublier qu'il avait établi un nouveau record de passes décisives de 23, je crois, sur une saison, ce qui est titanesque, avec Le Havre. Mais objectivement, enfin, si on connecte notre cerveau 2 minutes, euh, il voudra absolument pas jouer en Ligue 2. Alors je vois un nom aussi qui est évoqué dans le chat en tant que recrue potentielle qui n'en est pas vraiment une. Il y a aussi le potentiel retour de prêt de Jean-Philippe Crasso qui a fait une très bonne saison avec l'AC Ajaccio et qui va probablement vouloir rester là-bas. Bah, il y a Crasso, Abi et Palencia pour de près. C'est aussi des mecs sur qui il va falloir se poser la question de est-ce qu'on les garde ou pas. Abi, son prêt a été un échec total. Ouais. Crasso, son prêt a été une réussite. Palencia, j'avoue que j'ai regardé aucun match. Oui, pareil. Mais ouais, il y a aussi des mecs qu'il faut pas oublier. Et Crasso, fin de contrat 2023. En Ligue 2, je pense que c'est une bonne option de le garder. Mais va falloir voir ce que lui veut. Et c'est sûr que quand tu es prêté en Ligue 2, que le club dans lequel tu es prêté monte en Ligue 1 et que ton club de base descend en Ligue 2, ça va quand même te faire réfléchir et te demander est-ce que ce serait pas mieux de rester à Ajaccio. Il risque d'avoir un peu la haine. Alors, je vois qu'il y a Romain qui vient nous rappeler le timing. C'est vrai que je me suis permis de dépasser un peu vu que c'était la dernière de la saison, mais on va accélérer. Rapidement, du coup, Anthony Briançon, défenseur central de Nîmes aussi, qui est libre. Hervé ? Ouais, ouais, ça peut être une bonne recrue. On parlait de joueurs avec un état d'esprit plutôt bon. Lui a l'air plutôt de cocher favorablement cette case-là. Moi, il y a un nom que j'ai pas trop vu passer, mais qui fait partie des joueurs libres et que j'ai toujours bien aimé, c'est Thomas Mangani. Ouais. Et lui, pareil, ça serait un profil un petit peu au milieu de terrain qui a une vision du jeu, qui a une lecture de jeu, qui a une technique très sûre sur coup de pied arrêté, plutôt très très habile. Et un mec qui pourrait, pareil, faire énormément de bien dans la gestion des temps forts, temps faibles, dans le rythme à donner au match. Je trouve que ça pourrait être une recrue très très intéressante et qui, pareil, dans le côté humain, a l'air plutôt d'un bon mec et d'un gars très sain. Donc voilà, c'est surtout des gars comme ça qu'il va falloir aller chercher, que ça reconnecte un petit peu plus les supporters avec l'effectif, pas avec le club, parce que Tout à fait. Parce que malgré les débordements, on a vu encore 30 000 personnes hier, donc les supporters sont connectés au club de la SSE, mais depuis 3-4 ans, je trouve on n'est plus connectés avec l'effectif. Il faut arriver à trouver des mecs qui nous reconnectent un petit peu avec ça, des mecs qu'on soit fiers de voir avec le maillot de Saint-Étienne sur le dos et qui soient fiers de le porter, quoi. Exactement. Et enfin, on va terminer avec la dernière piste qu'avait évoqué l'équipe. Ibrahim Sissoko, l'attaquant de Niort, qui est lui aussi libre, qui a marqué 10 buts en 24 matchs de Ligue 2 cette saison. Eric, t'en penses quoi ? Ouais, c'est un profil qui ressemble un peu à celui de Crivelli, je trouve. Euh, c'est pas. C'est un grand joueur assez costaud qui est quand même plein de qualités, qui sort de plusieurs saisons avec Niort qui sont plutôt prometteuses et qui, dans tous les cas, marquent des buts, quoi qu'on puisse en dire techniquement. Ça peut être pas mal, surtout si du coup Crasso part, même si j'aimerais bien le garder, notamment en Ligue 2. Ça peut être pas mal, soit lui, soit Crivelli, mais d'avoir un vrai numéro 9 Ouais, pour une fois. c'est vrai que ça Euh, fait longtemps. ouais, je sais même plus ce que c'est. Je sais pas, vous savez, moi C'est Mev Lutherding, je sais pas si tu te souviens, Erik Van Oh, Wolfswinkel, les derniers. c'était le siècle précédent, ça, C'est non? ça. Bon, Ouais, écoute, Colo en a mis pas mal quand même. Ouais, ouais, Colo c'est vrai. a mis beaucoup de buts cette saison, pas au bon endroit, mais... Et des beaux en plus. Et des beaux. C'était beau, sous la barre, lucarne nettoyée, Paul Ah ouais, Marino, non, tout mais ça. il a un instinct de finisseur qui est assez impressionnant. C'est ça.
Bon allez, sur ce, messieurs, dames, merci d'avoir suivi cette émission. C'était le dernier Saint-Étienne Night Club de la saison, en tout cas. L'émission, a priori, n'a pas prévu de s'arrêter pour le moment. On n'en a pas encore discuté tous entre nous. Évidemment, on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à suivre le Saint-Étienne Night Club sur les réseaux sociaux, et également Saint-Étienne Inside, Green Prospect, et bref, tous les gens qui sont intervenus cette saison dans l'émission. Ça a été un plaisir de faire votre rencontre, sachez-le. J'ai été très heureux de bosser avec vous. J'ai été très heureux aussi d'animer cette émission avec Kevin pour cette audience-là qui est belle, l'audience stéphanoise. Merci de nous avoir suivis toute l'année. Plaisir partagé, Ken. Mais oui, et on le sait, on a fini par se rencontrer. Et ce ne sera pas la dernière, quoi qu'il arrive. Ce ne sera sera pas la dernière. Continuez à supporter Saint-Étienne. De toute façon, si vous êtes là ce soir, un lundi soir d'après-relégation, c'est que vous n'allez pas arrêter de supporter ce club-là. On est ensemble. Gardez la pêche. Ne vous formalisez pas sur les gens qui se moquent de notre club. C'est pas facile, mais nous, on va se serrer les coudes. Et on sera toujours là, comme le dit la chanson. Bonne soirée et à très bientôt. Allez les Verts. Salut, allez les Verts. À très vite. Allez les Verts.